Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les matins à 8 heures en direct pour faire le point sur l'actualité des marchés financiers, voir les zones que l'on pourrait trader et plein d'autres choses en fait. Voilà, comme c'est du live, je ne sais même pas ce que je vais vous dire dans une minute, donc tout est en mode improvisation et c'est ça qui est le plus agréable. Le point sur les marchés. Globalement, psychologie des marchés, on s'est tapé une zone d'incertitude hier, on s'est rapproché des plus hauts historiques sur pas mal d'indices, et puis on a une petite phase de doute, on ne sait plus trop. On a le DAX qui a baissé, on a d'autres indices américains qui ont pas mal progressé, donc c'est parti un petit peu dans tous les sens. Pourquoi c'est parti un petit peu dans tous les sens? Parce qu'on a eu des statistiques américaines, je ne dirais pas surprenante, un petit peu quand même, on ne les attendait pas aussi basses. C'est-à-dire que les chiffres, enquête privée ADP sur l'emploi, moins bons que prévu, donc ça, petite inquiétude. Et puis surtout, on a une contraction de la composante emploi du PMI manufacturier de l'ISM américain. C'est un peu compliqué. On a l'indice manufacturier ISM américain et à l'intérieur, on a plein de sous-composantes qui composent l'indice. Et la composante emploi est en contraction. Ça veut dire que moins de création d'emplois qu'attendu. Donc ça commence à poser des petits problèmes et on sent que les marchés étaient un petit peu surpris par cela. Donc on aura une sorte, pour le moment sur les dernières statistiques américaines, une sorte d'affaiblissement de l'économie américaine, donc du coup le tapering, la fin du soutien de la banque centrale américaine pourrait être encore repoussée, donc il y a des actions qui en profitent, bien entendu, et puis donc je vous ai expliqué, ça pourrait aussi repousser les taux, donc les actions les plus endettées en profitent, donc plutôt les valeurs technologiques. On a le Nasdaq qui est passé au-dessus des 15 600. Alors maintenant, quand on va dire les chiffres, je vais essayer de bien préciser si c'est le Nasdaq ou le DAX, parce qu'au moment où je vous parle, le Nasdaq est à 15 618 et le DAX est à 15 778. Alors peut-être qu'un jour, on va avoir un croisement et on aura un indice Nasdaq qui sera plus haut que l'indice DAX 30, rien que cela, ça vaudra le coup d'y réfléchir au niveau de ce que cela peut représenter comme une forme de basculement de puissance ou de confirmation de basculement de puissance. Mais j'en reviens plus en détail sur ces chiffres de l'emploi. Donc on a été finalement un petit peu surpris d'où l'économie américaine ne s'emballe pas, plutôt même tendance, si on croit les derniers chiffres, à ralentir légèrement. En croissance qui ralentit. C'est toute la subtilité des hommes politiques qui disent par exemple que la courbe du chômage ralentit, donc les gens pensent que le chômage baisse. Non, ça veut dire que simplement il y a un peu moins de chômeurs supplémentaires que le mois dernier, plus 100 000, plus 90 000. Le chômage continue d'augmenter de manière très forte, mais vous allez dire en tant qu'homme politique que voilà, je ne suis pas un homme politique, donc je ne retrouve plus la phrase, mais connaissez en mode automatique. La croissance du chômage se retourne ou des choses comme cela, donc quasiment faire passer pour un message positif. Donc là, il y a quand même un doute qui s'installe, d'autant plus que l'événement de la semaine, c'est vendredi, avec le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Aujourd'hui, on a juste les statistiques hebdomadaires donc, de la semaine dernière sur les inscriptions au chômage aux États-Unis. Ça va être un petit peu regardé, mais surtout, ça va être demain le rapport à l'emploi, parce que là-dedans, on a tout. On a, est-ce que le tapering arrive bientôt? Est-ce que le tapering va être encore repoussé? Et toutes les différentes interprétations. Je vous rappelle, mais vraiment en caricaturant au maximum, si, entre guillemets, l'économie américaine ne s'emballe pas, vous avez plutôt les valeurs technologiques qui se comportent bien. Pourquoi? Parce que si on a pas assez de création d'emplois et tout, vous avez l'offre et la demande pour trouver de l'emploi, il n'y a pas de tension sur le marché de l'emploi. Donc vous n'allez pas augmenter vos ingénieurs pour les garder, parce que s'ils vont aller voir ailleurs, il n'y a personne qui les recrute.
Donc ça, c'est positif pour les entreprises du Nasdaq. Si en plus l'économie ne s'emballe pas, qu'il n'y a pas d'inflation, etc., c'est encore positif pour les valeurs du Nasdaq parce que les taux d'intérêt ne vont pas monter. Comme elles sont endettées, ça les arrange. Par contre, si l'activité économique stagne un peu, que on le voit au niveau des chiffres de l'emploi, les entreprises ne recrutent pas, c'est négatif pour les valeurs industrielles, typiquement l'indice Dow Jones. Donc c'est pour ça, il faut bien comprendre cette logique en fait de la bourse. Une même nouvelle peut faire monter un groupe d'actions et faire baisser un autre groupe d'actions. C'est tout à fait logique quand on connaît bien les logiques sectorielles. Voilà, on va passer à l'analyse technique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir des petites notifications quand il y aura des nouvelles vidéos. Demain, vendredi, je vous présente le programme de la semaine prochaine. Il y aura bien sûr des Good Morning Trading. Il y aura aussi des webinaires, donc vous pourrez vous inscrire à l'avance. Vous aurez une semaine pour vous inscrire aux webinaires qui auront lieu le samedi et le dimanche en direct. Comme ça, vous pourrez me poser les questions. Et ensuite, les webinaires sont fermés, donc impossible de me poser des questions. Je répondrai uniquement aux questions des gens qui ont été présents au webinaire. Simplement pour me limiter aussi à ne pas répondre à 600 questions pour chaque webinaire dans l'année au fur et à mesure du temps. Donc voilà, vous avez juste un temps, vous avez une semaine pour vous inscrire, assister au webinaire, poser les questions, je réponds aux questions webinaire en direct. Afin de limiter le temps aussi du webinaire, je ne répondrai pas à toutes les questions, mais tous les gens qui m'ont envoyé des questions, je répondrai le lendemain par écrit, par email, à leurs questions. Enfin, je ferai même peut-être pour certains, si c'est trop long, des petites vidéos personnelles pour répondre à leurs questions. C'est plus rapide que d'écrire. On attaque l'analyse technique, puisque vous avez mis vos petits pouces, c'est cool. Voilà, donc c'est parti. Je vous le rappelle, je crois que je vous l'ai déjà dit, 14h30, inscription au chômage aux États-Unis. C'est pas la super news, c'est la seule news importante de la journée, c'est pas la news de la semaine. La news de la semaine, c'est demain avec le rapport sur l'emploi du mois dernier. On attaque, on va commencer dans l'ordre. Allez, notre ami le CAC 40. Alors, CAC 40, phase d'accélération très nette sur le CAC 40. À partir du moment où il a breaké sa middle R1 de la semaine, je zoome un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Il est parti. Il est parti. Là, à mon avis, il va avoir du mal à continuer. Pourquoi? Parce qu'il vient finalement de combler la rupture que l'on a eue ici, c'est cette accélération. On voit très bien le mercredi, regardez la taille des bougies. On a ouvert à 8h, hop, 8h c'est là du matin. Alors, je vous rappelle que je vous montre toujours les cours des futurs parce que je trade les futurs et que de tous les indices que je vous montre, il n'y en a qu'un seul qui ferme. C'est l'indice français qui ferme de 22h à 8h du matin. Qu'est-ce que vous voulez, c'est les 35 heures. Tandis que tous les autres cotent quasiment non-stop, en tout cas toute la nuit il s'arrête juste un petit peu entre 23h et minuit. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de chaque indice parce qu'ils sont tous un tout petit peu différents, mais en tout cas le seul qui se repose toute la nuit c'est le CAC 40. Donc là, si vous voyez bien, on a vraiment eu au niveau des bougies une accélération de la baisse. Alors on ne peut pas appeler ça un gap baissier, mais quand j'ai des zones comme ça avec de très fortes accélérations baissières, quand on a un rebond, généralement, l'objectif des acheteurs, c'est de revenir à ce niveau-là et après, ça se complique un petit peu. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé sur le CAC 40. On est revenu sur les niveaux de cette accélération baissière, une sorte, entre guillemets, même si ce n'est pas un de gap baissier, mais bon, j'aime bien l'expliquer comme cela, c'est assez visuel. Et maintenant, bien malin. Les acheteurs hésitent à essayer d'aller attaquer encore plus haut. Les vendeurs se disent, ils ont accompli leur objectif, leur mission. Maintenant, nous, on va pouvoir peut-être le renvoyer vers le bas. Ce sera beaucoup plus facile. Donc là, sur le CAC 40, je sais pas. Alors, vous avez des gens qui savent toujours tout sur tout. C'est extraordinaire. Voilà. Moi, quand je ne sais pas, je vous le dis.
parce que je préfère être honnête avec vous. Le CAC 40, je ne sais absolument pas ce qui peut se passer dessus. Il me pose question. Alors, je me poste en mode défensif, on va dire. Quand on ne comprend pas une situation, on ne rentre pas ou on prévoit vraiment des extrêmes. J'aimerais qu'il redescende. Pour moi, ce serait plus lisible s'il revenait sur cette zone-là, sur la zone des 6650, voir le pivot de la semaine 6675. Peut-être les 6007 ici, mais plutôt là pour essayer de voir s'il essaye de repartir un petit peu, pour essayer de grappiller 10, 20, 30 points. Mais là, au jour d'aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je ne vois absolument pas ce que peut faire le CAC 40. Donc du coup, je vois plutôt ranger. Mais voilà, là, j'ai aucun feeling, aucun signal technique qui me permettent vraiment de comprendre ce qui se passe actuellement pour aujourd'hui, en tout cas pour le CAC 40. L'accélération d'hier, je vous en ai parlé. Ça, c'est typiquement le sort de comblement de l'effondrement qu'il y a eu, entre guillemets effondrement, mais sur un graphique comme cela, là je suis sur 15 jours, on voit une forme entre guillemets d'effondrement. Non, je préfère vraiment l'avoir comme ça, c'est plus joli. Le DAX, alors, le DAX par contre, là, pour moi il est plus visible sur ce coup-là. On arrive à un niveau plancher sur le DAX, on se rapproche des 15 750. Ça, c'est un niveau qui me plaît. C'est un niveau qui me plaît toujours c'est un niveau 250, donc je suis plutôt 750, plutôt voir si je peux pas prendre une position vers 740 et voir s'il était en train de remonter. Donc typiquement le top, c'est qu'il descend à 725 et qu'il essaye de rebondir, et quand je vois qu'il est à 732, 33, je prends une petite bille 40, 50, etc. et voir s'il va un petit peu plus haut. Donc là je trouve qu'il rentre sur une zone intéressante. Il nous donne deux infos. L'info principale, c'est que les 16 000, il n'y arrive pas. Là, c'est clair, c'est net. Il a essayé de passer les 16 000. Bon, il les a réussi à 4 points. Les 16 000 le mardi. Il a retenté hier. Mais là, c'est un signe baissier. Il a retenté, mais il n'a pas été aussi haut. Donc là, ça veut dire qu'on a tout de suite eu des vendeurs, ou en tout cas des acheteurs beaucoup moins téméraires. Et ça s'est mis à baisser. Alors imaginez le pauvre gars qui a 10 lots à 16 003 et qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, j'attends, je revends, je prends mes pertes et tout. Là mon gars, t'es plutôt super mal. Donc là pour moi c'est vraiment un signe baissier sur le DAX, le fait qu'il n'a pas pu rejoindre l'équivalent de son plus haut de la veille. Et puis on voit il stagne. Chaque fois il se prend une baffe, et ici il y a un risque à mon sens de rupture, c'est-à-dire que si les 15 750, 15 725, le support 1 de la semaine, ne tiennent pas, on pourrait avoir une journée rouge sur le DAX. Alors c'est pas si courant que cela, mais tout l'enjeu vous l'avez ici, entre le plus bas à 15 692, on va dire 15 700 et 15 740. Ici, il va se passer beaucoup de choses pour maintenir la tendance haussière, entre guillemets, du DAX, ou au contraire, les acheteurs laissent tomber, les vendeurs prennent un peu courage, ou vous avez des acheteurs qui ont cassé leurs bénéfices aussi en se disant c'est bon, je l'ai acheté par exemple à 15 004, il commence vraiment à baisser, la pente n'est pas très belle, je préfère encaisser mes bénéfices et donc accélérer un petit peu une vague de baisse. Donc je suis absolument pas à l'achat sur le DAX, même s'il arrive sur les 15 750, 15 740, une zone que j'aime bien. Là ça me paraît franchement risqué. Eurostock 50. Alors, trader, c'est aussi ne pas prendre de trade. C'est savoir, c'est savoir quand ne pas en prendre. Là, pour moi, sur le DAX, pas très intéressant du tout. Ici, oui, parce que c'était la première fois que l'on revenait sur cette zone-là. Donc, il y avait un potentiel de rebond. Bon, effectivement, plus ample que je le pensais. Et là, il y a moins de potentiel et il y a plus de risques. Donc voilà, on met ses billes quand il y a du potentiel peu risqué. Et là, on se retrouve en 24 heures de temps.
moins de potentiel, plus de risques. Donc on a d'autres choses à trader, on peut passer, en tout cas moi je passe à mon avis. Même chose sur l'Eurostock, là on voit ils sont quand même pas très en forme ce matin. Je vais attendre un repli, et le repli, alors le plus bas de la journée précédente, au contact ici, ça m'aurait plu en temps normal, mais je sais pas pourquoi, je sens pas trop le truc. Je sens pas trop le truc, je sens pas trop les marchés. Je pense qu'on va vraiment attendre demain, qu'on a des signaux contradictoires. On a eu 2 mauvaises nouvelles sur l'activité économique américaine, mais c'est réellement demain, ce sont des statistiques beaucoup plus importantes en termes de poids, et on risque d'attendre demain. Et comme là il y a un doute, je les vois pas trop monter, je les vois peut-être glisser doucement en attendant demain pour pas prendre de risques. Les indices américains, alors là forcément on est aux États-Unis, c'est absolument passionnant. Tiens, oui, au fait j'ai oublié de vous commenter, je crois. Voilà, Greenland saison 10, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que ça fait 10 ans qu'on monte. 10 ans qu'on monte depuis 2011. Quasiment à partir d'octobre, novembre, fin octobre, début novembre 2011 de mémoire, c'est là où on s'est mis à repartir. Voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil, ça fait une décennie qu'on monte. Faites très attention si vous avez moins de 10 ans d'expérience dans le trading, c'est-à-dire si vous n'avez pas connu 2008, 2009, 2010. Voilà, 10 ans de hausse ininterrompue en explosant tous les records. Il y aura un moment où il y aura, entre guillemets, des prises de bénéfices. Il y aura un moment où les banques centrales vont un petit peu relâcher. C'est tout l'enjeu du tapering. Et là, on risque de baisser. On va pas s'effondrer, ça ne sera peut-être pas le crack cosmoplanétaire et définitif qui nous ramènera à la préhistoire comme le rêve certains, mais je crois qu'ils ne doivent pas connaître du tout ce qui se passe à la préhistoire. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, préparez-vous, les baisses sont beaucoup plus violentes que les hausses, on peut perdre en 3 jours ce qu'on a mis 6 mois à prendre. Voilà. J'ai connu énormément, attends, je suis un vieux trader, j'ai commencé, ça fait 27 ans que je trade. Voilà, j'ai connu des générations complètes de traders, j'ai connu des traders millionnaires, entre guillemets virtuels, pas parce qu'ils faisaient des comptes démo, mais parce qu'ils n'avaient pas pris leurs bénéfices, finir à la rue. Voilà, ils avaient des actions qu'ils avaient achetées 15, qui en valaient 100, quand ça a commencé à baisser, ils n'ont pas encaissé leurs bénéfices, c'est descendu à 80, waouh, génial, l'affaire du siècle, je renforce, 50, ah ouais, non mais là, si je fais all-in, je mets tout ce que j'ai, j'hypothèque ma maison, voilà, et c'est tombé à 2. Voilà, donc, voilà, là, je vois vraiment des générations de jeunes traders excités parce qu'ils ont mis un peu de sous sur une crypto qui prend 20% dans la journée. Ouais, ça me rappelle 2000. C'était pas les cryptos, c'était les valeurs internet de l'époque. Et on achetait n'importe quoi en fermant les yeux, on connaissait rien du tout. On achetait, et quand il y avait une introduction en bourse, ça prenait 40, 50, 80%. Et quand ça prenait 20%, on n'était pas content du tout. Mais on ne s'en rendait pas compte que c'était totalement anormal. Donc 10 ans de hausse non-stop, soutenue par les banques centrales à coût de dizaines de milliards tous les mois, centaines de milliards, milliers de milliards annuels. Bah ouais, c'est chouette, mais c'est pas normal. Voilà, donc voilà, essayez, si vous faites qu'acheter, de vous projeter sur un marché qui baisse, et qu'est-ce que vous faites, et peut-être pour certains, je crois, découvrir que l'on peut vendre à découvert aussi. Je ne dis pas que le marché va chuter là, mais on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse monter encore pendant 10 ans en ligne droite comme ça, c'est pas possible, d'autant plus qu'on a des premiers signaux très fort, au moment où les banques centrales vont commencer à monter les taux, à réduire le tapering, c'est comme si on nous retire des béquilles, donc ça va être ça risque d'être plus chaotique, voilà, on va dire ça. Donc voilà, essayez de vous préparer mentalement. Et une chose qui me paraît super importante, ne tombez pas amoureux. Tombez amoureux de votre femme, c'est magnifique. Ne tombez pas amoureux de votre valeur crypto, de votre action. C'est l'erreur qu'on fait, mais des centaines de milliers de personnes
dans les années 2000 et en 2008-2009, voilà, ils sont très attachés à une valeur. Il y en avait qui étaient très attachés à certains types d'actions. Bah oui, ces actions leur avaient donné énormément d'argent, donc énormément de plaisir. Et quand ça s'est mis à baisser, bah, il y avait de l'amour, il n'y avait plus de la rationalité en disant bon bah le marché se retourne, cette action-là, ça a été ma gagneuse, elle m'a rendu millionnaire, bon bah j'encaisse et je passe à autre chose. Non, ils sont restés attachés à leur valeur et vous pouvez en rencontrer certains 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ils vous en parlent presque avec larmes à l'œil de leur amour pour telle entreprise ou pour d'autres dans 20 ans, ce sera pour telle crypto qui les a fait rêver. Mais voilà, il ne faut pas avoir d'affect en bourse. Il y a un secteur qui marche, on met l'argent dessus, il ne marche plus, on se barre, point, terminé. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'affect, tout simplement. Là, j'ai passé 10 années merveilleuses à trader le DAX. Il y a de fortes chances que j'abandonne le DAX dans les prochains mois parce qu'il n'est plus assez intéressant pour moi en termes de scalping. Et je vais me mettre à... donc voilà, je vais faire une infidélité au bout de 10 ans au DAX. Bah, c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de souci, je le quitte. Je suis en phase de quittage là, si j'ose dire. Il faut beaucoup de bravitude pour pouvoir quitter le DAX quand même. Mais voilà, c'est comme ça, point, terminé. Il y a 20 ans, je tradais comme un fou le CAC 40. Maintenant, je passe quasiment plus aucun ordre sur le CAC 40. Donc voilà, essayez de penser à ça et essayez d'avoir une roue de secours. C'est pour ça que je dis souvent que dans le trading, je suis bavard ce matin, que dans le trading, c'est une recherche perpétuelle. Une recherche perpétuelle. Là, je traite beaucoup le Nasdaq et le Dow Jones, mais je n'ai aucune certitude que dans 3 ans, je traite le Nasdaq et le Dow Jones. Il peut y avoir un changement réglementaire, il peut y avoir un changement du pas de cotation, il peut y avoir un changement des marges, il peut y avoir un changement ils peuvent devenir lents. Voilà, le CAC 40 était un indice à scalper super rapide il y a 20 ans. Maintenant, c'est impossible. Le DAX était super à scalper il y a encore 2 ans. Là, maintenant, ça devient un veau. Bah, voilà, c'est l'adaptation permanente. C'est pour ça, ça me paraît intéressant. C'est vous êtes à l'aise avec telle action, telle crypto, telle devise, tel indice, peu importe, ok, profitez-en, épanouissez-vous dedans, améliorez-vous dans la maîtrise de ces instruments, mais vous devez avoir votre labo à côté où vous préparez l'avenir. Voilà. Préparer l'avenir en vous disant bah, si jamais je sais pas, ma crypto est interdite ou tout s'effondre ou les gens se barrent pour autre chose ou mon action fait faillite ou mon indice bah, il se transforme comme le DAX en un truc super mou, bah, je fais quoi moi après? Bah, vous avez votre labo où vous avez pris des habitudes, où vous avez pris des réflexes à surveiller, à travailler tel ou tel actifs financiers supplémentaires. Je peux vous garantir une chose, c'est ce que vous tradez à l'heure actuelle, il n'y a aucune chance que dans 20 ans vous le tradiez encore. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai pas mal d'ordinateurs. J'ai l'ordinateur, mon trading, entre guillemets, ce que je trade en ce moment, les indices, etc. Et puis j'ai l'autre ordinateur à côté où j'observe, où je mets là par exemple... Je suis sur des actions que je n'avais jamais regardées. Bah, ça fait 2-3 semaines que j'étudie le cours de ces actions, voir les habitudes, si ça a les mêmes types de réactions sur tel niveau, tel support, etc. Si je me sens à peu près bien à l'aise. Je les traderai peut-être jamais, mais ce sera toujours une roue de secours. Voilà, si jamais les indices futurs américains s'effondrent, je ne le pense pas, je l'espère surtout pas, mais très honnêtement, il y a 5 ans, on m'aurait dit que le DAX allait devenir, le DAX futur, ça allait devenir un indice qui n'était pas scalpable, je ne l'aurais pas cru. Je ne l'aurais pas cru, c'était pas possible, il était hyper nerveux, c'était le Nasdaq de l'Europe, quoi. Maintenant, c'est un veau, quoi, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui nous dit que dans 5 ans, le Dow Jones ne sera pas un veau Voilà, donc prévoyez l'avenir, prévoyez le futur, et puis c'est bien, ça permet de travailler, puis peut-être trouver quelque chose où vous êtes encore plus à l'aise. C'est pour ça, là, vraiment, quand vous faites du trading,
Ne pensez pas trouver la pierre philosophale qui va tout transformer en or. Non, non, c'est un travail perpétuel, permanent, de recherche, de questionnement, et c'est super. Hein. Peut-être que faudrait voir si les traders souffrent moins d'Alzheimer que les autres, parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir, ou si ça a strictement rien à voir. Par contre, je pense qu'ils sont un petit peu plus gros que la moyenne, parce qu'on est vraiment un petit peu trop assis. Je continue les indices, excusez-moi, je suis parti là-dessus, mais voilà, toujours prévoir un indicateur, un indice, un actif financier de secours au cas où. Là, imaginez, le DAX pour moi ça marche plus, il se passe plus rien, je fais un trade par jour, et encore, imaginez que j'étais pas au niveau sur le Nasdaq et le Dow Jones à scalper, je serais un petit peu voilà. Et c'est pour ça aussi que je bosse le Russell 2000, tout en le tradant extrêmement peu, mais c'est mon indice de remplacement si le Nasdaq par exemple ne marche plus, et après le Russell 2000 j'ai des actions très volatiles américaines, très très forte capitalisation, qui bougent pas mal et qui seraient aussi possibles à scalper. Allez, je parlais pas du Russell 2000, le voilà le pépère. Alors lui, je vous avais dit hier, je le sentais pas. Alors on est où hier? Hop, ça passe tellement vite. Je le sentais pas pour le vendre. Je sentais qu'il était sur le point quasiment de partir. Je me suis planté parce il est un peu descendu d'1%, et il est ensuite revenu. Il a encore battu ses plus hauts. Donc là, on voit vraiment que moi j'y vois de l'accumulation de tension. Alors ça, il s'est mis à baisser. Regardez, ça correspond pile aux statistiques américaines. Il a perdu 1%, qu'il a récupéré en 2 heures plus tard pour encore aller plus haut. Donc, entre guillemets, mon analyse comme quoi il y avait de la tension et que si les statistiques étaient bonnes, il était prêt à partir, ouais, elle était bonne. Heureusement pour les vendeurs qui sur ces niveaux-là, ils ont été sauvés par 2 mauvaises statistiques américaines, coup sur coup, un peu inattendues. Mais ça n'a pas été un mouvement d'effondrement, hein. Sinon on aurait été chercher le point pivot M pour rebondir. On a tout récupéré, on a même été encore plus haut. Donc les mauvaises nouvelles ont été totalement balayées, digérées, et on n'en parle plus. Dans la nuit, c'est bien comporté. La grosse stat, c'est demain. Si le rapport mensuel sur l'emploi américain est bon, ou moins catastrophique qu'on peut commencer, ou moins négatif qu'on peut penser, il peut partir. Vraiment, là, on sent qu'il est dans les starting blocks. Et là, on a une remontée, on a eu un effacement de la baisse extrêmement rapide sur Russell 2000. Donc là, même chose, voilà. Sauf si vous êtes devin, sauf si vous aimez jouer à pile ou face, en vous disant que les statistiques vont être absolument horribles, catastrophiques sur l'emploi aujourd'hui et surtout demain. On peut peter. Mais franchement, ça me paraît hyper risqué. Il suffit que la statistique soit un peu bonne et là, boum, ça part à tout. Ils sont vraiment prêts à... Et là, on le voit vraiment. 2 mauvaises stats, c'est balayé. En 2 heures, on n'en parle plus et on est déjà quasiment sur nos records. On se rapproche des records de tous les temps. Russell, S&P, lui, à peine affecté, donc lui aussi sur quasiment les records historiques de tous les temps. À peine affecté, une toute petite baisse de moins 0,30, moins 0,40%. Il se remet en position. Voilà, là, le fort, le S&P 500. Le Dow Jones, lui, moins fort, hein, on le voit très nettement. Alors lui, il a mal encaissé, entre guillemets, les deux statistiques. Je vous montre tout de suite le Nasdaq à côté. Le Nasdaq, il n'en a rien à faire du tout. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Là, je vous remets le Dow Jones Future. Les 2 statistiques qui sont tombées ont été plutôt négatives pour les valeurs industrielles et plutôt positives pour les valeurs technologiques. Et le Nasdaq nous le montre bien, parce qu'il reste au-dessus des 15 600. Il est vraiment contact, scotché à sa middle R2 de la semaine. Il y en était encore un record historique hier. On sent que
comme le Russell 2000, lui, il est prêt à nouveau, il se pose pas de questions, il peut encore aller un petit peu plus haut si la stat est bonne demain. Bon, j'aimerais quand même qu'il baisse. Alors, je ne refais pas comme hier. Il y a 3 niveaux sympas, 15 500, 450, 15 003, le top du top. Alors là, j'ai énorme alarme, 15 250. Ici, là, si on touche les 250, il y a 50 points à se faire. Très rapidement, à mon avis, dans le quart d'heure. Enfin, tout dépend, l'amplitude, le degré de la pente. Mais là, 15 250, 15 275, 15 280, si on ne les fait pas dans les 5 minutes, c'est vraiment... il y a eu une nouvelle catastrophique à suivre. Voilà. Il y a aussi de la tension sur les marchés américains, pour un petit peu aujourd'hui, mais surtout demain, puisqu'on va lundi, c'est férié, c'est jour férié aux États-Unis, donc on reprendra la réouverture des cours que le mardi du coup. Ça a quand même eu une incidence. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui n'aiment pas garder leur position sans pouvoir intervenir. Bon, certains acceptent l'overweek, c'est-à-dire mais pour pouvoir revendre lundi, ça va. Mais une journée de plus, il peut se passer n'importe quoi à l'échelle mondiale. Bon. Il y a généralement un peu plus de volume en fin de séance et il y a des gens qui lâchent leur position, une partie de leur position par sécurité. Pourquoi je vous dis ça? Ça à prendre en considération au niveau de la nervosité. Le Nasdaq, bon, lui bien. Le Dow Jones, il rejoint les plus bas, il efface en fait le up qu'il a fait là. Voilà, c'est pas un indice, le Dow Jones, pour avoir une montée franche. Alors, si vous avez compris la logique, si demain, le rapport mensuel de l'emploi est excellent, contrairement à ce que semble nous dire le rapport privé ADP, est excellent, on peut avoir le Dow Jones qui monte et le Nasdaq qui baisse en disant merde, va falloir qu'on paye nos ingénieurs beaucoup plus cher, et la masse salariale pour les entreprises technologiques, c'est extrêmement important parce que leur avantage concurrentiel, c'est la matière grise. C'est ce que vont sortir leurs ingénieurs, leurs concepteurs. Au niveau industriel, si je suis très méchant, la matière grise, il y en a beaucoup moins dans... Je m'excuse, hein, j'ai travaillé pour un constructeur automobile international français, mais la matière grise, l'essentiel des dépenses, on va dire, de salaire, ça reste des gens que l'on peut aisément changer et aisément sous-payer. Alors bien sûr, vous avez des groupes, bien entendu, d'ingénieurs qui pensent à la prochaine voiture à hydrogène et tout ça. Ça, ils sont extrêmement bien payés. Mais la masse salariale, ça reste de l'industriel, hein. Donc ça reste encore les usines, la fabrication, même s'il y a beaucoup de robots. Donc c'est des emplois qui sont facilement, entre guillemets, remplaçables, donc pas très chers. Donc s'il y a la tension sur le marché de l'emploi, on va augmenter de 50 € sous la pression de la CGT à l'usine de Flins, je ne sais même pas, elle est peut-être fermée, à l'usine bidule de Renault. Voilà, tout le monde va avoir 50 €, 60 €. Ils vont être, entre guillemets, hélas, contents en ayant perdu 3 jours de boulot. Un ingénieur aux États-Unis, dans la Silicon Valley, si vous l'augmentez, c'est pas 50 $. Hein. Là, c'est même pas la peine. Donc, ça se compte en beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que ce rapport, il est extrêmement attendu. Voilà. J'ai été bavard, très bavard. Bon, je vous laisse. Il va falloir que je me prépare pour 9 heures. Portez-vous bien. Purifiez-vous aussi. Commencez votre journée de trading détendue, zen. Allez, je vous aide un petit peu. Et n'oubliez pas de mettre les pouces pour votre karma, c'est aussi important. Faire un acte de bienveillance avant une journée de trading, ça peut avoir des conséquences. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.